Le vendredi 24 novembre 2016, la quasi-totalité des Américains se préparent à fêter l'une des fêtes les plus importantes de l'année, Thanksgiving. Les tables sont dressées avec soin, les familles se retrouvent autour d'un bon repas et l'ambiance festive s'installe doucement dans les foyers. Knoxville, ville dynamique du Tennessee, ne fait pas exception à la règle. C'est un endroit où il fait bon vivre, où on aime passer du temps dans les nombreux musées disséminés un peu partout. Elle est aussi idéalement située pour les étudiants qui ont choisi d'étudier à l'Université du Tennessee, comme c'est le cas de Joel Guy Jr., plus communément appelé Junior, un étudiant qui poursuit son cursus dans le but de devenir chirurgien plastique. Si Junior n'a que très peu d'amis à l'école, il peut toutefois compter sur ses 3 demi-sœurs très présentes, une mère qu'il adore et un père complètement dévoué à ses enfants. D'ailleurs, tout le monde a prévu de se réunir dans la belle maison familiale de Hardin Valley pour fêter Thanksgiving en famille. Et la fête est réussie. Encore une fois, Lisa et Joel, les parents de Junior, se sont donné du mal pour que ce jour soit de ceux qui nous créent des souvenirs pour la vie. Et les conversations joyeuses de la famille se mêlent aux éclats de rire de Junior qui raconte des blagues à ses neveux. Ses demi-sœurs l'observent avec tendresse, agréablement surprises de le voir si ouvert et si heureux, alors qu'il est d'ordinaire très réservé. Il les informe même qu'il compte rester toute cette fin de semaine chez ses parents pour passer un peu de temps avec eux. Pourtant, tout ce petit monde ne se doute pas que dans quelques jours à peine, ils seront au cœur d'une affaire si ignoble qu'elle soulèvera le cœur des enquêteurs et de tout un pays. Quelques jours ont passé. Nous sommes au matin du lundi 28 novembre 2016 et la supérieure de Lisa, qui est aussi une très bonne amie, s'étonne de son absence. La mère de famille n'a pas pour habitude de manquer un jour de travail. Et puis, le contexte est particulier. Lisa a annoncé vouloir prendre sa retraite dans la société où elle exerce depuis quelques années un emploi dans les ressources humaines. C'est son dernier jour aujourd'hui. Elle sait que ses collègues lui ont prévu un pot de départ, ce qui rend son absence d'autant plus inquiétante. Très vite, Jennifer, la supérieure de Lisa, se répète que quelque chose ne va pas. Lisa reste injoignable tandis que le temps passe. Elle a beau appeler sur le téléphone fixe du domicile comme sur le portable de son mari Joël, toujours aucune réponse. Elle le sent au fond d'elle. Il faut prévenir la police. Alors elle compose le numéro d'un service d'urgence, juste pour vérifier que tout va bien. Le bureau du shérif prend l'appel au sérieux et un policier est envoyé au domicile des Guy. Il longe l'allée menant à la porte d'entrée, avisant au passage le panneau d'une agence immobilière plantée dans le gazon, puisque Joël et Lisa ont décidé de changer d'air et viennent de vendre la maison familiale. Une belle demeure les attend à Sir-Gainesville, non loin de Knoxville, où ils ont souhaité vivre tous les deux une retraite bien méritée. Toute la famille d'ailleurs a hâte de se retrouver là-bas pour le Noël prochain. Arrivé sur le perron, le policier frappe contre le battant. Il s'annonce, mais rien. Le silence s'étire. Pourtant, hormis l'absence d'Eggy, rien ne semble anormal, et l'agent n'a d'autre choix que de repartir après avoir fait le tour de la maison. Mais Jennifer insiste, l'absence de Lisa n'est vraiment pas dans ses habitudes. Elle réussit à convaincre les autorités de retourner sur les lieux. Cette fois-ci, ce sont donc 3 officiers qui se rendent à l'adresse de Joël et Lisa. Sur place, c'est toujours le même calme plat qui les accueille. Ils sont perplexes. Est-il possible que le couple se soit absenté pour une petite virée improvisée sans prévenir personne ? Les policiers comprennent vite que cette hypothèse est peu probable, car les 2 véhicules du couple sont encore devant la maison. Alors, les policiers décident donc de se concentrer sur les voitures. Et ils ont la surprise de découvrir que l'une d'entre elles est déverrouillée. Ce coup de chance leur permet d'accéder au garage, puisque la commande se trouve à l'intérieur du véhicule. Le rideau se lève dans un bruit de grincement métallique, et les 3 policiers entrent sans attendre. En se dirigeant vers la porte communiquant avec la maison, ils remarquent tout de même quelque chose d'inhabituel. Une odeur forte flotte dans l'air et leur irrite les narines.
comme si on avait utilisé récemment des litres de produits chimiques. L'un des agents frappe à la petite porte blanche, tandis que les deux autres scrutent la pièce. Mais c'est toujours le plus glaçant des silences qui leur répond. Pire, le policier se rend compte qu'une forte source de chaleur émane depuis l'arrière de cette porte. Il semble faire anormalement chaud dans la maison, et ce dernier élément, combiné aux effluves de produits corrosifs, est suffisamment alarmant pour que les 3 officiers prennent la décision de fracturer la porte afin d'entrer dans la maison. L'obstacle qui se dresse face à eux ne leur oppose aucune résistance. La serrure est facilement brisée. Ils s'engouffrent tous les 3 armes à la main dans l'habitation où règne effectivement une chaleur étouffante. Ils s'annoncent d'une voix puissante « Police, y a-t-il quelqu'un ?» afin d'alerter mais aussi d'impressionner qui que ce soit se trouvant ici. En passant devant la cuisine, les agents enjambent des bidons de produits ménagers et des serviettes jetées au sol. Hormis une grosse marmite en train de bouillir sur le feu, rien n'attire leur regard dans cette première pièce. Ils continuent leur progression. Sur leur garde, ils dépassent la table du salon où se trouvent les portefeuilles de Joël et Lisa, ouverts ainsi qu'un marteau. Les policiers se retrouvent finalement dans l'entrée où, encore une fois, des affaires semblent avoir été laissées là, comme si quelqu'un était parti précipitamment. En s'approchant, ils devinent qu'il s'agit des courses, et notamment d'aliments périssables qui devraient se trouver au frigo. Ils sont restés devant la porte comme si Lisa avait à peine eu le temps de les rentrer puis les ranger à l'endroit auquel ils auraient dû se trouver. L'angoisse monte d'un cran pour les officiers, qui prennent les informations sans s'arrêter parce qu'ils ne savent toujours pas s'il y a une présence hostile dans cette maison. Ils s'arrêtent devant les escaliers menant à l'étage lorsque des aboiements lointains leur parviennent. Il y a un chien. Visiblement, il est enfermé dans une autre pièce du logement. Cette ambiance, aucun des agents ne l'a jamais vécue. Cependant, ils ne sont pas au bout de leur peine. Leur attention est soudainement attirée par d'étranges taches rouges sur la moquette qui recouvrent la première marche de l'escalier devant lequel ils se dressent. Même s'ils aimeraient se tromper, leur expérience ne leur permet pas le moindre doute. Il s'agit bien de traces de sang. En quelques secondes, l'inquiétude se mue en effroi. Ils ne savent pas à quoi sont dues ces traces de sang. Un accident? Une agression? Et puis de quand date-t-elle? Aucune idée. Sur leur garde, les policiers commencent à monter les escaliers, tout en continuant d'annoncer aux propriétaires de la maison, au cas où ils les entendraient, qu'ils sont là pour les aider et vérifier qu'ils vont bien. Les aboiements du chien redoublent d'ardeur lorsqu'ils gravissent les quelques marches menant au premier. L'animal n'est plus très loin, et il sent la présence des 3 hommes. La première pièce dans laquelle ils entrent est une sorte de bureau que Joël a aménagé pour y ranger tous ses équipements de sport. Il y a un tapis de course, quelques haltères, le minimum pour s'entretenir quand on veut garder la forme. La tension monte. Les policiers se préparent à toute éventualité. Seulement, leur préparation n'est jamais vraiment suffisante face à la réalité du terrain et des événements qui se produisent dans la vie. À l'intérieur de cette pièce aussi anodine, ils font une découverte qui les saisit immédiatement à la gorge. 2 mains affreusement mutilées, tranchées au niveau des poignets, gisent sur un sol ensanglanté. Une vision d'horreur qui marque un être humain à vie. À côté, un tas de vêtements apparaît avoir été découpés au ciseau. Les policiers remarquent 2 longs couteaux recouverts de sang poisseux. À l'évidence, ils viennent de tomber sur l'outil ayant permis le démembrement. Les murs sont eux aussi recouverts de longues traînées du fluide humain, témoignant de la violence de l'agression qui s'est produite à cet endroit même. Car oui, cela ne peut être autre chose désormais. Dès lors, il n'est plus question d'une absence inquiétante, ni même d'une simple disparition. Non, ils sont bel et bien sur un effroyable lieu de crime. Les policiers ont le réflexe de ne toucher à rien et de sortir de la maison après s'être assurés qu'il n'y avait plus personne dans le logement pour appeler immédiatement l'unité scientifique et surtout ne pas altérer les preuves potentielles. Les policiers experts arrivent très rapidement sur les lieux et gèlent aussitôt la zone avant de faire le tour complet de la maison. Ils vont ainsi très vite comprendre que quelqu'un avait monté le chauffage au maximum dans le logement, ce qui explique la chaleur étouffante qu'ont ressentie les agents de police envoyés sur place un peu plus tôt.
Des bidons de produits chimiques sont retrouvés dans plusieurs pièces de la maison, ainsi que des vêtements jetés à la hâte et divers objets comme un marteau, un couteau et des gants. Parmi les différents produits, les agents retrouvent du bicarbonate de soude, du liquide pour canalisation, de la lessive, de l'acide chlorhydrique et de l'eau de javel. Outre le fait de connaître les événements qui se sont déroulés au domicile des Guy, une question demeure. Et elle ne concerne plus Joël et Lisa, mais malheureusement, au vu des trouvailles macabres, probablement leur dépouille. Où peuvent-elles bien se trouver ? La réponse à cette question hante beaucoup des agents présents sur les lieux ce jour-là parce que des mains certainement appartenant au couple ont été découvertes, mais pas le reste des corps. Quelqu'un serait-il parti avec ? Cela serait hautement improbable. Ils passent donc la maison au crible et finissent par tomber, dans la salle de bain, sur 2 énormes conteneurs en plastique bleu dans lesquels se trouvent les restes de Joël Guy Senior, 61 ans, et Lisa Guy, 55 ans. Ils ont été sauvagement assassinés, mutilés et démembrés avant d'être placés là. Une autopsie est pratiquée sur les restes des corps. Et ces derniers ayant été plongés dans un bain de produits chimiques, la tâche est ardue. Le médecin légiste parvient tout de même à tirer quelques conclusions qui font froid dans le dos. Joël a plusieurs côtes brisées, a été touché par une lame au poumon, au rein et au foie. Il a été poignardé avec une telle férocité qu'on dénombre au moins 41 coups de couteau sur ce qu'il reste de son corps. Les mains coupées et abandonnées dans la pièce servant de salle de sport au couple lui appartiennent bien. D'après les experts scientifiques, c'est dans cette pièce que Joël a été assassiné. Ils le pensent parce que le mobilier en désordre démontre clairement qu'il y a eu une lutte féroce entre Joël et son assaillant, et de nombreux trous dans le petit canapé d'appoint, correspondant à des coups de couteau, convainquent les enquêteurs que le pauvre homme a été poignardé à cet endroit précisément. La trace de la lame utilisée par l'agresseur est similaire en longueur et en largeur sur le canapé ainsi que sur le corps de la victime. Le meurtrier a ensuite désarticulé les jambes et les bras de Joël avant de les découper, puis a placé les restes dans le bac en plastique avant de l'arroser avec un mélange de produits chimiques extrêmement puissant. Il est aussi retrouvé une profonde entaille infligée post-mortem qui n'est pas due à un acharnement comme le pensaient initialement les experts, mais qui avait pour but de faire pénétrer les produits chimiques à l'intérieur du corps afin que le processus de décomposition soit accéléré. Manifestement, ceci démontre que soit le meurtrier connaît très bien ce processus, ce qui est inquiétant parce qu'il ne pourrait pas s'agir de la première fois, soit il s'est très bien renseigné et avait donc prévu son passage à l'acte. Lorsque les experts découvrent les restes de Joël dans le conteneur en plastique, la quasi-totalité de sa tête est déjà rongée par les produits acides et son crâne est presque à nu. En revanche, le haut du dos est moins touché, car c'est la partie qui était la moins immergée dans ce bain immonde. Le médecin légiste détermine que de violents coups ont été portés post-mortem sur cette partie du corps de Joël. Et cette fois-ci, il semblerait que l'assassin se soit acharné et pour faire entrer sa victime dans le bac. Lisa, elle aussi, a été victime d'une agression incroyablement brutale qui s'est déroulée dans les escaliers menant au premier étage. Il est dénombré au minimum 30 coups de couteau et pas moins de 9 côtes cassées. Tout comme Joël, celle-ci a les bras et les jambes découpés et son corps est plongé dans une mixture destinée à ronger lentement sa chair. Simplement, contrairement à Joël, les experts scientifiques ne retrouvent pas la tête de Lisa. Ils savent en observant le corps qu'elle a été découpée avec sauvagerie, mais impossible de savoir où elle peut bien se trouver, et elle ne peut pas avoir été dissoute entièrement dans le mélange. Est-ce que le meurtrier aurait pu l'enterrer quelque part, la jeter en forêt, dans un cours d'eau, ou bien la conserve-t-il comme une sorte de trophée macabre ? À ce stade, les policiers chargés de l'enquête savent que tout est possible, mais ils sont loin, très loin d'imaginer que c'est dans la cuisine que leurs recherches finiront par prendre fin – avec une trouvaille hautement choquante.
Souvenez-vous, lorsque les 3 officiers chargés de rendre visite à Joël et Lisa étaient entrés, ils avaient vu une grosse marmite en aluminium posée sur la gazinière de la cuisine. Occupés à chercher le couple, ils n'avaient pas prêté plus attention que cela à cette marmite. Simplement laissée là dans la cuisine, comme si on faisait réchauffer un repas de la veille. Pourtant, lorsque leurs collègues scientifiques en soulèvent le couvercle, c'est bien la tête de la pauvre Lisa qu'ils vont découvrir à l'intérieur. Elle est recouverte d'eau et la plaque induction est allumée sur la puissance minimum. Les estomacs des agents de la police scientifique s'en retrouvent retournés. C'est à vomir. À cet instant, ils ne le savent pas encore, mais cela fait 2 jours que la tête de Lisa cuit à petit feu. Toute l'équipe en charge de l'enquête est révulsée, écœurée et aussi choquée. Malgré leur expérience, les enquêteurs n'ont, heureusement, pas souvent l'occasion de se retrouver face à autant de barbarie et de perversité. L'un des experts dira même plus tard que c'est la chose la plus horrible qu'il ait vue de toute sa carrière, montrant l'impact psychologique que de telles affaires peuvent avoir sur les membres des forces de l'ordre. Malgré l'horreur de cette découverte, ils ne peuvent pas dévier de leur objectif. Ils ont une mission à remplir. Retrouver et arrêter le responsable de ce véritable massacre. Car le tueur est en liberté quelque part, peut-être même non loin de là, et qui sait s'il ne s'apprête pas à commettre de nouveaux crimes. Seulement, qui pourrait commettre une telle atrocité ? Pour quelle raison s'en prendre à ce couple paisible, qu'on qualifiait d'âme sœur, et qui attendait avec impatience de pouvoir enfin profiter d'une retraite bien méritée ? Car tout le monde s'accorde à le dire, Joël et Lisa étaient bien intégrés dans leur vie de quartier et entourés d'amis. Personne ne leur connaissait d'ennemis. Il pourrait donc s'agir de l'œuvre d'un assassin opportuniste qui agirait au hasard. Et cette théorie n'a pas le temps d'être creusée. Quelques heures plus tard, en fouillant la maison, les enquêteurs tombent sur un sac à dos abandonné dans une chambre d'amis. Dans un premier temps, lorsqu'ils en examinent le contenu, rien de particulier ne leur saute aux yeux. Ils y trouvent quelques babioles, un parapluie et des livres. Il y a aussi un carnet de notes noires. Et cette fois-ci, ce qu'il est écrit à l'intérieur glace le sang des policiers une nouvelle fois. En premier lieu, ils y découvrent une liste de choses à faire avant les meurtres, répertoriées avec ordre. L'auteur énumère aussi différents objets à apporter le jour du crime, comme un marteau pour écraser les os, des couteaux pour faire des petits morceaux, ou encore un hachoir à viande. En second lieu, un plan totalement détaillé, également inscrit dans ce petit carnet noir, indique comment incendier ou inonder la maison, ainsi que quelques règles à suivre afin de mener à bien ces meurtres. Je cite, « Hacher la viande, jeter les morceaux aux toilettes, peu importe où ils sont tués, il suffit de se débarrasser des taches de sang. » Mais aussi, se débarrasser des corps à l'intérieur de la maison, leur ADN et mon ADN est déjà présent, la javel réagit au luminol comme le sang, égale en mettre partout, prendre bac plastique pour processus de décomposition, et enfin, mettre le chauffage au maximum pour accélérer la décomposition. À côté de la note où il est écrit « prendre des munitions », l'auteur a rajouté « on me verrait acheter les munitions », comme s'il sera visé. Tout en bas de la page, en lettres majuscules, il est écrit ses empreintes et ADN. Puis, précise juste au-dessus, le corps donne l'heure de la mort. Une flèche est dessinée renvoyant au mot alibi. Le meurtrier a aussi noté tuer le chien, avant de barrer cette phrase et de la remplacer par emmener le chien avec moi. Sur une autre page, l'assassin détaille même les motivations de son crime en faisant le compte des biens de Joël et de Lisa. Il commence méthodiquement en répertoriant le patrimoine de Lisa et annote ainsi le montant de l'assurance vie de celle-ci, 500 000 $. Puis il ajoute « s'il est mort, tout est à moi ». Peut-être le double avec une indemnité. Tous les autres biens sont communs. Ils lui reviennent à lui si disparus. Vient le tour des actifs de Joël, maison de Knoxville, maison de Sorgoinsville, sa voiture, son SUV, son bateau, son vieux camion, etc. Une autre information très importante apparaît dans le carnet.
L'assassin a noté de quelle façon s'innocenter en faisant porter le chapeau à Joel. Selon sa théorie, il peut très facilement faire croire que Joel a tué sa femme, Lisa, avant de mettre fin à ses jours. Pour cela, rien de plus simple, il lui suffit de couper les mains de Joel et de placer l'ADN de Lisa sous les ongles de Joel au lieu du sien. Plus aucun doute n'est possible, ce carnet macabre, qui est une véritable mine d'or pour la police, et même un travail pré-mâché, appartient sans le moindre doute au tueur du couple Guy. Mais alors qui est-il ? Quel genre d'assassin peut bien préméditer ses meurtres avec autant de détails et de soins, et oublier derrière lui toutes les preuves de sa culpabilité ? La réponse est toute prête, dans l'un des livres présents dans le sac, et sur lequel le tueur a inscrit ses initiales correspondant à celles de Joel Guy Jr., le fils du couple. Les enquêteurs en ont le souffle coupé. Quel genre de monstre est capable d'assassiner si brutalement ses propres parents ? Accablé par une quantité ahurissante de preuves, Junior est arrêté chez lui dès le lendemain de la découverte des corps démembrés de ses parents le 29 novembre. Les policiers l'appréhendent sans difficulté sur le parking de sa résidence de Bâton Rouge alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Tandis qu'il est interrogé et photographié comme le veut la procédure, les enquêteurs tentent de comprendre ce qui a poussé ce jeune diplômé de l'université à commettre l'innommable. Car bien que le mobile de l'argent soit clairement établi, l'effroi qu'a provoqué le massacre du couple Guy laisse tout le monde dans un sentiment d'incompréhension générale. Rien, dans le passé ou dans l'enfance de Junior, n'aurait pu laisser présager qu'il soit un jour capable d'un tel acte. Et puis toute cette mise en scène est extrêmement sordide. Si le plan était simplement de faire porter le chapeau à son père, pourquoi organiser ce cirque avec les produits chimiques, etc. ? Pour tenter de saisir ses agissements, il faut plonger dans le passé de Joel Guy Jr. Junior est né au sein d'une famille recomposée, mais soudée et très unie. Ses 3 demi-sœurs, que Joel a eues d'un précédent mariage, considèrent Lisa comme leur mère et s'entendent très bien avec elle. D'ailleurs, le couple est très amoureux et accueille leur premier enfant avec l'arrivée de Junior qui génère un bonheur immense. Seulement, en grandissant, Junior s'isole de plus en plus et finit par ne sortir que rarement de sa chambre. Les étudiants qu'il côtoie à l'université le disent bizarre et un peu distant. Et Junior ne fait pas parler de lui, poursuivant ses études pour devenir chirurgien plastique. Il est très soutenu par ses parents qui n'hésitent pas à payer l'intégralité de ses frais de scolarité, le loyer de son appartement, sa voiture et même sa nourriture ainsi que ses sorties. Il faut bien comprendre que, de toute sa vie, Junior n'a rien payé de sa poche. Et alors que la majorité des étudiants américains occupent un emploi afin de payer leurs études, certains arrivant sur le marché du travail en croulant sous les dettes, Junior parvient à l'aube de ses 29 ans sans jamais avoir mis un pied dans le monde du travail, ni jamais avoir obtenu la moindre fiche de salaire. Les amis de Lisa informent même les enquêteurs qu'elle travaillait sans relâche dans le seul but de subvenir aux besoins de son fils adulte et qu'elle lui versait l'intégralité de ses salaires. Mais les choses s'apprêtent à changer et Junior n'aura bientôt plus les moyens de mener son train de vie sans travailler. Les demi-sœurs de celui-ci indiquent que lors de la dernière fête de Thanksgiving de la famille, Joel et Lisa leur ont parlé de leur intention de réduire les sommes qu'ils versaient généreusement à Junior. Il est impossible à savoir s'il a eu vent de cette information. Mais en décidant de prendre simplement leur retraite comme des millions de personnes à travers le monde, les Guy n'imaginaient certainement pas qu'ils signaient également leur arrêt de mort, finissant dans des bidons en plastique démembrés. Lors de son interrogatoire, Junior admet avoir rendu visite à ses parents lors de Thanksgiving et avoir parlé d'argent avec eux, mais n'en dira jamais plus. Pourtant, les policiers ont déjà bien assez de preuves pour l'inculper du meurtre de ses parents. Effectivement, en plus de son sac à dos retrouvé sur la scène de crime, avec le carnet noir rempli d'instructions écrites de sa main, les enquêteurs ont trouvé des reçus prouvant que Junior a bel et bien acheté tous les produits chimiques de sa liste dans un Walmart de Knoxville. Lors de son arrestation, ils ont aussi découvert un hachoir à viande dans le coffre de sa voiture. Junior a bogné,
Personne ne doute une seule seconde de sa culpabilité. Mais une question reste en suspens. Pourquoi n'est-il pas allé au bout de son plan initial ? Eh bien, les enquêteurs finissent par comprendre. C'est grâce à la rage de vivre de Joël qui a lutté avec tellement d'acharnement contre son fils qu'il a réussi à le blesser aux mains. Sur les photos prises au moment de son arrestation, on distingue nettement les traces de coupures qui entaillent la peau de Junior à plusieurs endroits. D'ailleurs, ce détail donne une indication aux enquêteurs leur permettant de déterminer l'heure des meurtres en ce samedi après-midi. Ceci se serait déroulé entre 12h30 et 15h30. Les enquêteurs n'ont pas de mal à trouver les images de vidéosurveillance de Lisa que l'on voit faire ses courses dans un supermarché Walmart le 26 novembre à 12h30. Puis, à 15h30, c'est Junior que les caméras filment en train d'acheter de quoi soigner ses blessures. À cause de ses coupures aux mains, détail qu'il n'avait pas prévu lors de la rédaction de son plan, Junior a été contraint de le modifier pour prendre le temps de se soigner. C'est ainsi qu'il est vu au magasin en train d'acheter de la pommade et des bandages, ainsi que dans une clinique étudiante de Bâton Rouge le lendemain avec l'intention de retourner à Knoxville dans les jours qui viennent pour aller au bout de son manège macabre. Malheureusement pour lui, la réactivité de Jennifer, l'amie de Lisa, dès le lundi matin enverra la police au domicile familial et l'empêchera de mener son projet à terme. Junior a tout anticipé, sauf la possibilité que ses victimes décident de s'opposer à lui pour ne pas mourir. Ce qui est curieux, mais bénéfique pour la justice qui à présent doit juger l'accusé des meurtres de Joël et Lisa Guy. Le procès de Junior débute le 28 septembre 2020 et se déroule sur 4 jours, impliquant plus de 700 éléments de preuve ainsi que 27 témoins. Dès le début, au vu de l'horreur de l'affaire que les procureurs qualifieront de ragoût diabolique de reste humain, terme qui fait rire Junior lorsqu'il est prononcé, les membres de la famille sont prévenus que les photos et les rapports seront extrêmement difficiles à supporter et qu'ils sont en droit de quitter la salle d'audience s'ils ne se sentent pas en capacité de rester. Les 3 demi-sœurs de Junior et la famille de Joël et Lisa décident de ne pas fuir le meurtrier et d'assister courageusement au procès, malgré la vive émotion qui éteindra la salle tout au long de ces 4 jours d'audience. Et ils seront riches en informations. Parmi les éléments incriminants se trouvent de nombreuses vidéos dans lesquelles on peut voir Junior, plusieurs jours avant les meurtres, faire ses achats dans différents magasins de la ville, ce qui lève le voile sur la préméditation, celle-ci est actée. Le 7 novembre, soit plus de 2 semaines avant les meurtres, il achète un premier lot de produits chimiques. Puis, le 18 novembre, il retourne acheter d'autres produits ainsi que des cordes. Il va aussi, ce même jour, acheter un couteau dans une boutique de sport. L'un des détails les plus marquants des vidéos reste toutefois l'achat des bacs en plastique bleu. Il est nettement possible de voir Junior payer en espèces à la caisse. L'une de ses demi-sœurs, Michelle, a d'ailleurs vu ces mêmes bacs en plastique dans la voiture de Junior le jour de Thanksgiving, sans se douter un seul instant que son frère les avait achetés pour y plonger le corps démembré de ses parents quelques jours plus tard. À cela s'ajoutent les empreintes digitales de Junior qui se trouvent littéralement partout dans la maison. Sur des rouleaux de scotch, des couteaux, des paquets de lingettes nettoyantes, ainsi que le fameux hachoir à viande dans le coffre de la voiture et 2 bidons d'essence. Tour à tour, le frère aîné de Lisa ainsi que les 3 filles de Joël vont s'exprimer sur la perte brutale que Junior leur a causée. Et la douleur avec laquelle ils devront vivre jusqu'à la fin de leur jour à cause de lui. Alvin, le frère de Lisa, annonce d'ailleurs tristement que leur mère, qui est donc la grand-mère de Junior, s'est littéralement effondrée en apprenant que son petit-fils avait violemment assassiné sa fille. Elle décédera un peu plus tard à l'hôpital suite au choc. Alvin déclare d'une voix tremblante, la gorge serrée, « Avant que je ne puisse la ramener à la maison, elle est morte d'un cœur brisé. » Une à une, les demi-sœurs de Junior rappelleront à quel point Joël et Lisa aimaient leurs enfants, et notamment Junior. Tandis qu'Angela, la dernière des filles de Joël, prend la parole à travers ses larmes en expliquant qu'elle a toujours le numéro de son père en raccourci sur son téléphone
et qu'elle ne se fait pas à l'idée de ne plus jamais pouvoir l'appeler, Junior reste assis, sans aucune émotion sur le visage, demandant simplement qu'on lui amène un verre d'eau. Il n'éprouve aucune compassion, il n'envisage aucune excuse. Au contraire, il agit comme s'il n'avait qu'une hâte, sortir de cette salle qui pourtant va déterminer le reste de sa vie. Il agit avec ingratitude, mais ce n'est plus une surprise à présent. Au terme des 4 jours de procédure, il est temps que le verdict soit rendu par le jury. Ce dernier se réunit donc pour se concerter, et c'est à l'unanimité que le jury déclare Joel Guy Jr. coupable de 7 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 2 chefs de meurtre au premier degré et 2 chefs d'abus de cadavre. Le juge en charge du procès déclare que Junior ne montre aucun remords pour ses actes, qu'il en semble même fier et que son esprit est trop dépravé pour espérer le voir changer un jour. C'est ainsi qu'il prononce la sentence à l'égard de Joel Guy Jr., qui est finalement condamné à une peine de 130 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle. À ce jour, alors qu'il purge une peine dans un complexe correctionnel du Tennessee, Junior se bat toujours afin de toucher l'argent de l'assurance vie de ses parents qu'il a lui-même assassiné, démontrant ainsi son ingratitude éternelle. Voici pour cette affaire. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.